les médias en Occident et dans le Golfe, parce que en fait il y a une histoire qui a été écrite à l'avance par une histoire de fiction, et puis c'est certains grands médias qui servent les intérêts de l'OTAN et du Conseil de coopération du Golfe, après trouvent des images pour alimenter cette fiction. D'ailleurs, parfois ils font ça de bonne foi, sans trop savoir. Des fois, ils le font tout à fait de mauvaise foi. Qu'est-ce qui le fait de bonne foi et comment, c'est-à-dire certains le font comme ça, de bonne foi et de mauvaise foi? Parce que tout le monde n'est pas obligé de connaître la Syrie en détail. Les journalistes d'extérieur. Donc des gens qui n'ont pas les moyens d'envoyer des correspondants, de faire un travail approfondi, vont forcément assez facilement croire ce que les dirigeants occidentaux leur racontent, et ne vont pas avoir les moyens de vérifier tout ça. Donc ils vont relayer en fait une propagande. Mais quand les gens peuvent venir sur place, alors en fait ils n'ont pas d'excuses quand ils racontent des bêtises, ils n'ont pas d'excuses. Souvent ils viennent avec une idée déterminée, et j'ai entendu des journalistes me dire mais moi j'ai vu autre chose, mais je ne peux pas raconter ça sur ma chaîne de télévision, c'est pas possible avec mon gouvernement. Voilà. Oui. Donc il y a il y a un manque de professionnalisme, d'exigence, d'éthique dans tout ça. Et après il y a un effet de boule de neige, c'est qu'on commence à raconter une histoire et tout le monde s'y met, et finalement qui veut connaître la vérité? Oui, oui. Il y a quand même des sociologues, des journalistes qui peut-être ont compris un peu parce qu'ils sont chevronnés dans la politique, dans les petits détails comme ça de la politique mondiale des États-Unis, de l'Occident envers notre région. Il y a James Petras que vous avez cité sur votre site, et qui dit que c'est une attaque coordonnée, menée par une coalition internationale, bien sûr contre la Syrie. Là, comment on peut expliquer cette attaque et cette coalition internationale dans laquelle entrent les médias occidentaux, les forces, des groupes de l'OTAN, disons, et d'autres de certains pays, et leur infiltration dans le pays? Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut faire une première constatation. Si, dans un pays dans le monde, il y avait une révolution dont le but serait d'installer une démocratie pour un pays souverain, alors on peut être sûr que jamais les États-Unis soutiendraient cette révolution. Et on peut être sûr que, évidemment, des dictatures comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar seraient opposées à cette révolution. C'est simplement la logique. Oui. Donc quand on nous dit qu'ici, il y aurait une révolution populaire et démocratique soutenue par tous ces gens-là, de toute manière, c'est un mensonge. Ensuite, quelle est la réalité? Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis se sont dotés d'une stratégie à long terme pour étendre leur hégémonie. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 14 septembre 2001 à Camp David, le président Bush a avalisé un programme assez gigantesque en fait, qu'ils ont appelé la matrice mondiale. Et il s'agissait à la fois de prévoir une série de guerres. Il y avait 7 pays qui ont été déterminés. Donc là on en est au 4e, après l'Afghanistan, l'Irak, la Libye. Maintenant on arrive à la Syrie. Et ça devait se terminer après vers l'Iran. Donc il y a un programme comme ça, et en même temps il y a la création ce qu'on appelle une nouvelle arme, au sens, on dit la marine, l'armée de terre, l'aviation. Eh bien il y a une nouvelle arme qui a été créée aux États-Unis, une arme spéciale qui agit à l'insu de l'opinion publique mondiale actuellement dans 75 pays différents. C'est-à-dire que les États-Unis revendiquent, c'est des textes officiels, c'est pas des choses en l'air, actuellement, d'avoir des soldats déployés dans 75 pays dans le monde pour pouvoir faire des actions militaires sans même avoir déclaré la guerre à personne et sans qu'on sache ce qu'ils font. Alors, la guerre de Syrie, ils ont voulu la faire
En fait, juste après l'Irak. Dans la semaine qui a suivi la chute de Bagdad, le Congrès des États-Unis a voté ce qu'on appelle le Syria Accountability Act, c'est-à-dire un mandat pour le président des États-Unis pour faire cette guerre. Et depuis 2003, ils ont essayé plusieurs fois de faire cette guerre par des moyens différents. Donc on se souvient par exemple que dès le vote de cette loi, le président Bush a pris des sanctions contre la Syrie. Et les Européens aussi ont pris des sanctions contre la Syrie. Et à l'époque, on disait c'est parce que la force militaire syrienne qui est déployée au Liban à la demande de la communauté internationale pour mettre fin à la guerre civile libanaise, cette force syrienne s'est incrustée sur place et elle devrait partir. Donc on a pris ces mesures-là. Après, justement, le président syrien a dit puisque vous ne voulez plus de nous, ça nous coûte cher d'être là, on s'en va. Hein. Oui. Bon. Donc après, vous vous souvenez, il y a eu l'attentat contre M. Hariri, et là on a dit, bien forcément, c'est les Syriens qui ont fait le coup. On a créé un tribunal spécial dont, officiellement, le seul but était de l'arrêter et de le mettre en prison. Et puis, toutes les accusations lancées contre la Syrie se sont effondrées dans une affaire de faux témoins absolument lamentable. Bon. Alors, il y a eu la guerre israélienne de 2006 contre le Liban, avec l'idée d'impliquer la Syrie. Et puis, ça a lamentablement échoué parce que le Hezbollah était capable de repousser l'agression israélienne. Et voilà, on répète, et finalement on en arrive à la situation actuelle. Et là l'idée c'était d'amener des combattants étrangers, de créer des émirats islamiques qui servent de base précise à partir desquels on puisse étendre une action militaire et conquérir le pays. Pour pouvoir faire ça, on pensait pouvoir s'appuyer sur certaines catégories de la population hostiles au gouvernement et qui auraient accueilli à bras ouverts cette force étrangère. On avait prévu que les choses dégénéreraient et que l'OTAN aurait un mandat du Conseil de sécurité pour pouvoir raser le pays comme ça a été fait pour la Libye. Ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que à la différence de la Libye, les forces qu'on a amenées là n'ont pas eu tout de suite le matériel militaire nécessaire pour tenir vraiment des points d'appui. On avait commencé à Dera. Vous savez, la technique, ça consiste à essayer de prendre une petite ville sur une zone frontalière, de manière à ce qu'on puisse l'approvisionner de l'étranger très facilement et que l'armée nationale ne puisse pas l'encercler. Donc on a commencé à la frontière jordanienne, et puis après, vous avez vu, on a essayé à la frontière libanaise, et puis à la frontière turque. Mais on n'a jamais essayé de faire des opérations loin des frontières, dans le centre du pays. Jamais. Ça, c'était trop hasardeux d'un point de vue militaire. Bon. En Libye, les troupes qu'on a envoyées ont été capables de prendre d'assaut des arsenaux, et donc tout de suite de se retrouver avec un stock significatif d'armes. Ici, on avait introduit des armes à l'avance, mais elles étaient dispersées dans le pays. Et on n'a pas pu constituer à Dera le bastion qui était nécessaire. Donc ça s'est effondré. Après, on a eu des groupes qui sont partis un peu partout à la recherche de l'opportunité, en fait, de l'endroit où ils pourraient faire quelque chose. Et on constatait qu'il y avait des troubles, finalement, couvrant une grande partie du territoire, mais jamais le même jour. C'est-à-dire que c'était vraiment des petits groupes qui se déplaçaient pour faire ça. Donc à la fin, il y a eu la création d'un émirat islamique dans un quartier de Homs, et donc ils se sont proclamés émirats indépendants, ils ont mis leurs propres lois, etc. Ils ont chassé de cet endroit toutes les personnes qui n'étaient pas non seulement de leur religion, mais de leur propre courant théologique. Voilà. Et voilà, ils ont montré finalement quel était le projet politique, qui est un projet comparable à la dictature saoudienne, quelque chose comme ça. Et là, ils ont obtenu des renforts très importants. Donc on a acheminé dans ce pays
des milliers de combattants étrangers. Bon, la force principale venait de Libye, mais on a récupéré aussi beaucoup de combattants de nationalités très diverses qui se trouvaient préalablement en Irak. Au total, combien de combattants étrangers? C'est impossible de donner un chiffre précis, mais c'est entre 5 000 et 15 000 hommes qu'on a amenés ici de l'extérieur. Donc c'est quand même des forces très très significatives, avec un armement très sophistiqué, notamment en termes de transmission, pour pouvoir circuler facilement et atteindre ses objectifs. Et ceci avec une couverture extérieure très importante. Les États-Unis et Israël ont mis à disposition, puis tout le système de l'OTAN ont mis à disposition des satellites, des drones, tout un système de surveillance, des communications. On a installé des centres de communication en Jordanie, au Liban, spécialement pour ça. Donc, c'est vraiment une opération de très grande envergure et qui aurait dû déboucher sur une guerre classique avec l'attaque de l'OTAN, mais qui n'a pas réussi à aller à ce stade-là. Oui. Certains de ces gens dont vous avez parlé sont entrés d'une manière clandestine, d'autres par des astuces, je ne sais pas comment, certains sous le couvert d'être des journalistes. Il y a eu plusieurs, c'est-à-dire genre d'intervention. Vous avez dévoilé certains des Français peut-être, des Britanniques. Pendant la guerre de Libye, moi j'ai pu constater à quel point les agents spéciaux des différents pays qui venaient en Libye pouvaient utiliser une couverture de presse. Bon, à ce moment-là, c'était la Libye qui était l'endroit chaud de la planète où, évidemment, les protagonistes de l'OTAN voulaient être présents, mais aussi tous les autres États qui voulaient savoir ce qui se passait. Tout le monde envoyait des espions sur place pour faire une évaluation. Et ce n'était pas possible de circuler facilement dans ce pays, de rentrer dans ce pays, mais le plus simple, c'était d'arriver avec une carte de presse. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui, dans les médias occidentaux et ceux du Golfe, des gens dont la fonction est véritablement militaire. Ils travaillent dans ces organes de presse, ils font réellement des émissions de télévision, ils écrivent réellement des articles, mais leur fonction principale dépend du système militaire. Et ils se déplacent d'un lieu de guerre à un autre théâtre de guerre, et aujourd'hui ils essayent de venir en Syrie, et demain ils seront là où il y aura un nouveau conflit. Et avant, ils étaient en Libye. Avant, ils étaient en Libye, et avant, on les avait vus à Bagdad, etc. Donc ça, c'est vraiment, alors c'est une cohorte, c'est comme c'est l'invasion des sauterelles. Là, tout d'un coup, ils arrivent dans un pays et ils essayent de jouer ce rôle de renseignement. Le général Bouchard, qui dirigeait l'opération de l'OTAN en Libye, à la fin de cette opération, a lui-même déclaré publiquement sur une radio canadienne que il n'avait pas d'agents au sol pour identifier les cibles et savoir ce qu'ils avaient à faire, mais que heureusement, ils avaient leurs journalistes. C'est-à-dire qu'il a lui-même reconnu que ça faisait partie du dispositif militaire. Moi, je peux attester qu'en Libye, la majorité, je ne dis pas des cas particuliers, je dis la grande majorité des journalistes qui se sont trouvés comme correspondants de guerre à Tripoli étaient des agents de renseignement. La plupart d'entre eux avaient des liaisons satellitaires directes avec le commandement de l'OTAN et informaient l'OTAN au fur et à mesure de ce qui se passait, leur donnant même des indications sur le choix des cibles. Et dans certains cas, on a vu des journalistes amener eux-mêmes des balises à des endroits pour guider par un système GPS, pour guider les bombardements de l'OTAN. Donc à ce moment-là, c'est plus simplement du renseignement, ça fait partie de l'action militaire. Donc la même chose s'est passée en Syrie, bien sûr. Le gouvernement syrien a été d'une extrême prudence. Bon, d'abord, en Syrie, il n'y a vraiment aucune habitude des médias, et voir débarquer tous ces journalistes a provoqué une certaine inquiétude, à juste titre.
Donc le gouvernement... Pourtant, ils disent que les journalistes sont interdits d'entrer, mais il y a eu, non, il y a eu un grand nombre un de grand nombre, oui, journalistes. c'est plusieurs centaines de journalistes ont été autorisés à rentrer dans ce pays. Même des pseudo-journalistes. Souvent, le gouvernement syrien s'en rend compte alors qu'ils sont déjà là, parce que malheureusement, il n'y a pas de coordination internationale qui permette de dire, voilà, les gens qu'on a vus sur tel théâtre de guerre, ne les laissez pas rentrer chez vous, puisque nous les avons identifiés déjà ailleurs comme étant des membres de services secrets militaires. Donc voilà, le gouvernement syrien ne peut que se fier aux apparences. Il y a bien des gens qui ont des cartes de presse, ils sont bien envoyés par certains médias, mais dans l'action, ils se révèlent très différents. Bon, parfois, c'est fait avec beaucoup de naïveté. Par exemple, le journaliste français Gilles Jacquier de France 2 a d'abord demandé une autorisation ici pour rentrer, en disant voilà qu'il viendrait filmer les militaires syriens en action en train de rétablir l'ordre. Je ne sais plus quelle est la phrase qu'il avait utilisée, mais donc il voulait ni plus ni moins qu'être, comme disent les États-Unis, embedded, vous savez, incorporé dans des unités de l'armée syrienne pour voir comment elle combattait. Donc vraiment, ce n'est pas une demande de journaliste, c'est une demande de renseignement militaire. Oui. Bon. Donc on lui a dit de se calmer un peu et qu'il pouvait faire un reportage pour France 2, mais qu'il n'était pas là pour autre chose. Dans d'autres cas, on a vu des gens arriver ici, puis voilà, le ministère de l'Information ne pouvait pas évidemment savoir qui c'était, mais quand ils étaient là, ils ont pu être reconnus par des gens dont c'est le métier, de différentes unités militaires, et disant mais celui-là, on l'a déjà vu sur un champ de bataille, donc il ne devrait pas être ici. Oui, Voilà. oui. Nous avons un enregistrement audio concernant une émission passée sur une radio suisse, dans lequel des journalistes occidentaux, français, suisses, peut-être belges aussi, racontent comment ils sont entrés clandestinement ou alors sous couverture de touristes ou alors officiellement. Et ce qu'ils ont vu, on va écouter ensemble. Si vous me permettez une chose, oui. je pense qu'il faut poser une question. Oui. Pourquoi rentrer clandestinement dans un pays où on est autorisé à rentrer? Oui. Ça, pour moi, c'est une très grave question. Oui. Pourquoi rentrer par la fenêtre quand on a le droit de rentrer par la porte? Certes, donc il y a quelque chose là. oui, il y a quelque chose. Derrière. Certes, c'est vrai que le ministère de l'Information a parfois été très lent à délivrer des visas, que les gens font une demande et puis ils reçoivent leur visa trois semaines plus tard, ce qui en termes de presse est très lent, c'est vrai. Mais ceci dit, quand vous rentrez illégalement dans un pays, d'habitude, vous vous exposez à des poursuites pénales dans n'importe quel pays au monde. En tout cas, quand on rentre de manière illégale en France, on peut avoir des poursuites pénales. Oui. Je trouve un peu étrange qu'on trouve normal, quand on est journaliste, de rentrer illégalement dans un pays. Bon. Et puis, je pense qu'il peut y avoir une raison. Alors, disons-la tout de suite, parce que moi, je n'en connais qu'une. Il se trouve que la Syrie est actuellement, et depuis longtemps, en guerre avec un de ses voisins qui occupe une partie du pays. Et donc, du fait de cette guerre et de cette occupation, illégitime au regard du droit international et condamné par la communauté internationale, il est interdit de rentrer dans ce pays quand on arrive de l'adversaire, de l'ennemi qui occupe, encore une fois, le Golan. Et si on a donc un tampon israélien sur son passeport, ou si on est soi-même ressortissant israélien, on appartient au pays ennemi et on ne peut pas rentrer dans le pays. Donc, moi, je ne vois que cette raison qui empêche des gens de rentrer légalement en tant que journaliste en Syrie. Et je suis extrêmement surpris en regardant les journalistes les plus agressifs contre la Syrie qui nous racontent qu'ici il y a une répression terrible contre une révolution pacifique, etc. Je suis surpris de constater que la plupart de ceux qui écrivent ça sont des doubles nationaux ayant la nationalité israélienne ou sont des gens qui ont des attaches très importantes dans l'État d'Israël. Alors, qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire,
je me base par rapport au fait que l'État d'Israël a agressé ce pays et occupe le Golan. Ça veut dire que l'ennemi israélien a contrôlé en grande partie la communication à propos des événements en Syrie. Ok. On écoute pour faire ensuite le commentaire. Et quelle est votre position par rapport à un témoignage direct de collaborateurs d'Amnesty International sur place? Alors nous avons essayé de manière réitérée d'obtenir des autorisations pour enquêter en Syrie. Nous ne les avons pas obtenues. Comme Amnesty donc? En tant qu'organisation, effectivement. Et donc nous n'envoyons pas de manière clandestine des chercheurs en Syrie pour cette raison, pour des raisons de sécurité, non. Mais si nous n'obtenons pas une autorisation, mais nous avons d'autres méthodes d'enquête et nous enquêtons aux frontières libanaises, turques et jordaniennes sur la base de témoignages. Un peu. Une première chose, qu'est-ce que c'est que Amnesty International? Donc si vous voulez adhérer à l'association Amnesty International depuis la Syrie, vous vous rendez sur le site d'Amnesty International et vous devez remplir un formulaire. Et ce formulaire commence par le fait que vous devez prendre l'engagement de condamner les violences commises par le gouvernement syrien. C'est-à-dire, on vous demande d'abord de dire, d'exposer un parti pris. Avant d'avoir regardé les choses, vous devez dire que vous condamnez le gouvernement syrien. Mais on ne vous demande pas qu'est-ce que vous pensez des crimes commis par les soi-disant rebelles, par tous ces gens qui viennent de l'étranger. Bon. Donc, premier point. Deuxième point, Amnesty International est une organisation qui couvre l'ensemble de la planète, mais dont on sait que la principale branche se trouve aux États-Unis. Elle est dirigée depuis quelques mois, cette branche aux États-Unis, par un membre du cabinet de Mme Clinton. Donc c'était une des assistantes de Mme Clinton, elle a démissionné pour devenir la directrice d'Amnesty International. C'est-à-dire que Amnesty International, c'est le bras du département d'État. Ça n'est pas, ou ça n'est plus, ça l'a peut-être été par le passé, mais ça n'est plus du tout une organisation indépendante. Troisièmement, si j'en crois l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité, des combattants venant de Libye ont été amenés en Syrie et du personnel syrien a été amené dans un camp d'entraînement en Libye, puis ramené en Syrie pour se battre ici, et les transports de ces gens ont été faits avec des bateaux et des avions de l'ONU, sous couverture que ces gens auraient été des réfugiés, tout ça organisé par M. Yann Martin, représentant spécial de Ban Ki-moon en Libye, et lui-même ancien directeur général d'Amnesty International. La méthode d'enquête d'Amnesty, donc il nous explique qu'ils n'ont pas pu rentrer ici, faire le travail tel qu'ils souhaitaient le faire, mais je me demande s'ils étaient rentrés ici, comment ils auraient pu le faire, ça c'est une autre question. En tout cas, ils ont recueilli des témoignages à la frontière, donc des gens qui quittent la Syrie, qui viennent se présenter à eux et qui racontent. Comment on vérifie ces témoignages? Eh bien, eux nous disent qu'en fait, ils ne peuvent pas les vérifier. Ce qu'ils font, c'est que quand ils ont un certain nombre de témoignages concordants, qui racontent à peu près les mêmes histoires, alors ils considèrent que c'est plausible et ça se valide tout seul. Bon, mais ça, c'est très bien si on se trouvait dans une situation avec des gens de bonne foi. Mais nous sommes bien d'accord que aujourd'hui, les grandes puissances essayent d'entrer en guerre en tout cas ont essayé jusqu'à présent d'entrer en guerre contre la Syrie, et que ce n'est rien du tout pour elles que de trouver 50 ou 100 témoins qui vont raconter ce qu'on leur demande de dire. Donc cette méthode n'a aucune validité, absolument aucune. Et plus j'avance dans mon étude du dossier, plus je suis convaincu qu'une majorité du peuple syrien soutient, fût-ce par défaut, face à un islamisme de plus en plus radical de la part de l'opposition, soutient le régime. Ça, alors, c'est la technique du journaliste qui se veut progressiste. Donc lui, il va dire, voilà, j'ai constaté sur place qu'effectivement, la majorité des gens soutiennent ce régime, qu'en face, il y a des islamistes
complètement fous qui font peur à tout le monde, mais pour pouvoir passer à l'antenne, il est obligé de dire voilà, mais je vous rassure, c'est bien une dictature et il faut bien renverser ces gens-là, quoi qu'on en pense. Alors pourquoi dit-il que c'est une dictature? Nous n'en savons rien et ça ne sera jamais expliqué. Il a beaucoup entendu ça. Oui, mais ce sont des clichés. Ce sont des clichés, mais quand on voyage et qu'on arrive dans des vraies dictatures, ça n'a vraiment aucun rapport avec la situation ici. J'ai rencontré beaucoup de gens, notamment ici en janvier. J'ai pu interviewer des gens de ces différentes communautés et la plupart d'entre eux me disent, nous au début, en mars, on était dans les manifestations, on voulait des changements démocratiques, mais très rapidement, on a vu une opposition s'armer. Moi, je l'avais déjà remarqué à Homs en juillet. On a vu des violences atroces se commettre. Il y a des groupes salafistes qui parcourent le pays. On retrouve parfois des gens qui s'opposent à ces groupes salafistes dans des sacs sur les trottoirs coupés en morceaux. Il y a des atrocités indicibles. J'ai vu des choses. Souvent, elles sont imputées aux forces syriennes officielles. Disons que c'est ce que la source unique quasiment des médias, à savoir l'Observatoire syrien des droits de l'homme, diffuse comme information. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Donc on a une opposition. Précision. Par rapport à ce qu'il dit là, l'intervenant dit qu'il a déjà constaté au mois de juillet, il était venu préalablement en juillet puis après en décembre, au mois de juillet qu'il avait constaté qu'il y avait déjà une opposition armée, mais s'il était venu plus tôt ou s'il avait cherché à vérifier ce point-là, il aurait constaté que les violences qu'il décrit ont commencé dès la première semaine. Alors, simplement, au début, elles étaient très localisées. Oui. Bon. Mais il n'y a jamais eu ce qu'on est en train de nous mettre dans la tête, une période avec des manifestations pacifiques et puis après une deuxième période qui aurait peut-être été due à l'échec de ces manifestations pacifiques, une deuxième période militarisée avec toutes sortes de crimes. Non, ces crimes ont existé dès la première semaine, on peut le vérifier. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Messan. Vous êtes écrivain et journaliste en Syrie maintenant. أعزائي المشاهدين أشكركم لبقائكم معنا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.